Alors nous reprenons notre cours là où nous en étions, donc sur le thème des courtisans et diplomates dans l'Égypte du Nouvel Empire. Dans le cours de la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous avions envisagé la manière dont certains courtisans de premier plan construisaient leurs portraits pour la postérité en s'appropriant différents types de discours et en adoptant donc des stratégies qui leur permettaient d'outrepasser la stricte frontière qui les séparait du pharaon. Nous avions vu par exemple comment Horemheb avait déployé au fil de la consécration de ses statuts de scribe des procédés visant à le promouvoir comme un égal de Thoth auprès du dieu Ré ou à le placer rien de moins que dans la position d'un élu du dieu face à la cour. Alors nous avions vu également qu'une des stratégies d'autopromotion utilisées par les courtisans du premier cercle consistait à se mettre en scène dans une narration royale qui mettait en avant leur action. Nous avons vu l'exemple de l'intendant Kénamon sous Amenhotep II et celui du chef des travaux Nartmin sous Haï dans ce fameux Spéos del Salamuni. Donc ce dernier, ce chef des travaux Narmi, bénéficiait de la possibilité d'insérer son image agenouillée sous l'inscription donc de part et d'autre de la porte centrale. Cette manière d'insérer ainsi l'image d'un homme de cour à proximité de représentations normalement réservées aux dieux et aux rois n'est pas unique. Je voudrais explorer davantage cette question avant que nous retournions en fin de séance au cas d'Horemheb, notamment pour voir ce que nous enseigne sa tombe Menphite datant de la période précédant son accès au trône sur sa relation aux étrangers et son activité diplomatique. Je reviens donc sur cette question de l'insertion des images de courtisans dans des monuments royaux. Je vous signale une étude publiée il y a une dizaine d'années par Suzanne Bickel, consacrée à cette question, Men in the Temple, World Order, Prestige and Piety, dans les mélanges John Baines. Alors Suzanne Bickel insiste dans cette étude particulièrement sur les représentations de courtisans identifiés non pas uniquement par leur fonction, mais aussi par leur nom, dans des reliefs d'édifices royaux. Donc c'est un phénomène bien connu. C'est le cas notamment, on l'avait signalé en passant, pour les reliefs du temple de Soleb en Nubie, un temple d'Amenhotep III, où les rites de Phetsed sont représentés avec évidemment comme personnage principal le roi, mais aussi certains hauts personnages comme protagonistes, et certains sont dénommés nominalement, en plus de la fonction qu'ils occupent dans les cérémonies. Alors on reconnaît parmi ces reliefs, notamment Amenhotep, fils de Apu, évidemment, éminence grise d'Amenhotep III, on l'avait largement évoqué la semaine dernière. Il porte ici ces titres de Erpat, donc évidemment difficile à traduire précisément. On a traduit souvent par prince héritier. En tout cas, c'est une haute fonction à la fois de cour et puis dans les cérémonies de Phetsed. Et puis on retrouve aussi son titre de Sech-Nessou, de scribe royal. On va trouver aussi le vizir Ramosé. Donc on a deux vizirs l'un derrière l'autre qui sont signalés par leur titre. Et puis le nom de Ramosé a été ajouté juste à côté. Et puis un troisième personnage très fréquemment représenté, c'est Nemmerhotep, qui est ici, qui porte son titre de prêtre lecteur et magicien, donc Erieb Eritep,
Ce personnage, on le connaît bien par ses célèbres groupes du Louvre, hein, le montrant en compagnie de Thoth babouin. Donc une des statues est en albâtre égyptien, cuivre et or, et l'autre en stéatite. Donc on voit ici Nemmerhotep dans sa pleine activité de ritualiste. Donc ce Nemmerhotep s'est fait représenter de très nombreuses fois à l'intérieur, dans les reliefs de la fête Sed, ce qui signale son rôle essentiel dans l'organisation de ces fêtes et aussi très probablement dans la mise en représentation, en image de ces cérémonies. Alors, Suzanne Bickel, dans son étude, montre que l'on retrouve le même phénomène dans un édifice beaucoup moins connu, mais qu'elle reconstitue à partir de blocs remployés dans le temple de Rontsou à Karnak. C'est un édifice jubilaire d'Amenhotep III qui a été ensuite démantelé. Et donc on peut avoir une idée très partielle de la configuration de cet édifice en collectant les blocs réemployés à Karnak. Alors l'un des blocs les plus intéressants, qui montre d'ailleurs plusieurs regravures, représente une procession de courtisans menée par un personnage encore mystérieux, lié apparemment, d'après Suzanne Bickel, aux archives. Il est certainement un prince qui occupe une position prééminente à la cour. On a ensuite un prêtre lecteur et magicien, donc identifiable à Nemmerhotep, même si le nom n'est pas toujours inscrit sur ces reliefs. Ce titre signale la présence de ce haut personnage, Nemmerhotep. Puis on a Amenhotep, fils de Apu. Donc là aussi, il y a eu de multiples regravures, mais on devine son nom. Et ensuite, deux vizirs, Ramosé et Amenhotep. Enfin, un personnage dont le nom n'est pas préservé, suivi d'un courtisan anonyme qui a simplement le titre de Sémer, et un personnage non identifiable également. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette représentation, c'est d'abord, on l'évoquait, la prééminence de Nemmerhotep, qui s'est fait représenter avant les autres grands du royaume. Comme je le disais, donc, Suzanne Bickel a relevé près de 5 occurrences de ce personnage dans les blocs de Karnak. Et quand on fait le compte des occurrences à Soleb, on a plus d'une dizaine également, enfin plus d'une dizaine avec certitude, et on peut très facilement arriver à plusieurs dizaines si on compte toutes les attestations fragmentaires. Il fait donc peu de doute que ce Nemmerhotep a grandement participé à la conception de l'ensemble de ces reliefs et comme des cérémonies dont ils sont la mise en image, et avec donc la bénédiction royale, il a mis en avant son rôle, tout en ménageant évidemment à ses collègues une place de choix. Donc, on imagine, pour un monument du règne aussi prestigieux, il y a eu certainement des négociations pour ménager à chacun des intervenants la place qu'il souhaitait, parfois avec des ajouts ou des retraits de noms au-delà des fonctions cérémonielles. Mais tout cela nous donne une certaine image de la cour sous Amenhotep III, selon une hiérarchie qui voulait être projetée sur ce monument. Alors, dans une scène d'offrande du même édifice jubilaire de Karnak,
une scène d'offrande de la chébette, hein, bon, ce qu'on appelle souvent la pseudo-clepsydre chébette, hein, c'est un objet rituel énigmatique, hein, dont on trouve les premières attestations dès l'Ancien Empire. On a donc le roi qui offre la chébette à la déesse Wadjit. Et puis, on a au bas de l'estrade sur laquelle se trouve le roi, le personnage qui est défini comme le prêtre-lecteur et magicien, Erieb Eritep, qui offre lui-même la chébette au roi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une véritable légende, hein, qui nous dit qu'il donne cette chébette au roi. Le courtisan n'est pas simplement un assistant dans la cérémonie, en quelque sorte, il dédouble l'action rituelle qui se fait d'une part du roi vers la déesse, donc ici qui est dans une partie détruite, et puis d'autre part du ritualiste, donc Neb-Merutef, vers le roi. Alors Suzanne Bickel fait la conclusion suivante. Ce type de scène exceptionnelle reflète probablement la signification centrale de la fête Sed. Il renforce la position d'intermédiaire du roi, son interaction directe avec les divinités et le fait qu'il soit rituellement accompagné par les hommes dans sa vie et dans l'au-delà. Alors ce point de vue se justifie pleinement, mais j'ajouterai aussi que s'opère ici, dans ce relief, un certain glissement sur le statut du pharaon qui devient aussi récipiendaire d'une action rituelle autant que la déesse. Donc nécessairement, si le pharaon devient le destinataire du rituel, au même titre que la divinité, le statut du courtisan qui opère ce rituel, en lieu et place du pharaon, normalement seul attitré à l'effectuer, eh bien ce statut s'en trouve nécessairement promu. Donc de manière finalement presque insidieuse, le courtisan se place dans l'action rituelle comme un substitut du pharaon, à une certaine échelle, évidemment, il n'y a pas du tout de remplacement, mais on voit une action accrue de ces hommes de cour dans la performance rituelle qui, forcément, augmente leur statut au sein de ces monuments officiels. Alors, nous avons aussi, dans les monuments royaux du Nouvel Empire, un certain nombre de représentations d'hommes de cour qui s'insèrent dans les monuments royaux, mais non plus en s'intégrant en quelque sorte dans l'action rituelle, au titre de subordonnés, comme on l'a vu à l'instant, mais comme des sortes d'additions, alors souvent dans des parties reculées ou parfois légèrement dérobées de l'édifice. Mais donc, ces images assurent à leurs propriétaires une participation effective au rituel qui est assuré dans les sanctuaires. Alors, nous avions déjà vu lors d'un cours précédent la manière dont Nechi s'était intégré à la stèle de Kamosis, donc conservée actuellement à Luxor, la stèle K2, et nous avions vu d'ailleurs que dans cette stèle, tout au moins, parce qu'on n'a qu'une vision limitée des stèles de Kamosis dans leur intégralité, en tout cas dans cette stèle, c'est la seule figure
qui soit gravé donc en bas de l'inscription. On a évidemment le cas le plus connu, celui de Senenmut, donc l'éminence grise d'Hatshepsut, donc la XVIIIe dynastie, qui se fait représenter à de nombreuses reprises à Der el-Bahari, alors là souvent effectivement dans des embrasures de portes ou dans des positions relativement cachées. On l'a retrouvé aussi plus récemment dans le temple de Mut à Karnak. Tout cela a été étudié par Hayes dans le MDI CAC 15. Vous trouverez aussi les références à sa présence dans le temple de Mut dans un article de Dorman dans le catalogue que le Metropolitan Museum avait consacré à la déesse Hatshepsut en 2005, et puis pour la chapelle d'Hathor à l'ouvrage donc coordonné par Nathalie Beau, publié en 2012. Un autre cas aussi qu'on peut citer, c'est celui de Setaou. On aura l'occasion de le revoir pendant cette séance. C'est un vice-roi de Couche qui a vécu à l'époque de Ramsès II et qui a laissé son image, lui aussi dans les embrasures de porte, notamment dans une chapelle dédiée à Thoth, à El-Kab, donc qui a été publiée par Philippe Derchin dans le premier volume de la collection El-Kab. Et donc ce Setaou se fait représenter en adoration dans les passages de cet édifice en lien avec une représentation de babouins, donc évoquant le dieu Thoth. Alors on va retrouver beaucoup d'exemples de ces insertions d'images de courtisans dans des édifices en Nubie, donc où les délégués royaux ajoutent aussi bien volontiers leurs images sur les piliers ou les parois des sanctuaires. Alors prenons le cas du temple sud de la forteresse de Bouenne, temple qui date du Nouvel Empire, qui a été décoré sous Hatshepsut et Thoutmôsis III. On en voit donc ici des scènes de l'époque thoutmoside. Et on trouve dans la partie inférieure, notamment des piliers, les insertions d'images de hauts responsables. Et par exemple, sur ce même pilier du temple de Bouenne, le pilier que Caminos, dans son édition, a numéroté avec le numéro 5, on trouve sur deux faces différentes 3 ajouts qui s'étagent donc de la 18e à la 20e dynastie. On en a 2 sur la face sud, donc Nei et Ori, et un sur la face ouest, donc Raem-Teri. Ce sont des personnages qui ont assuré la fonction de vice-roi de Nubie. Donc en haut de la face sud du pilier 5, on a donc le premier par ordre chronologique, c'est Nei, vous voyez qu'il présente sur les bras des cartouches de Menrepere, donc du pharaon de Thoutmôsis III, qui marque évidemment son allégeance à la royauté, mais qui fonctionne aussi en quelque sorte comme des sceaux de permission autorisant le délégué royal à insérer son image dans le sanctuaire. Donc ce personnage tatoué en quelque sorte avec le nom de son maître dit « Faire l'adoration d'Horus, maître de Bouenne, se prosterner pour le Dieu parfait, par le Fils royal, le comte, le gouverneur, chancelier du roi, l'ami unique, l'homme de confiance efficient du maître des deux terres,
le fils royal, donc directeur des contrées étrangères méridionales, Nehi. Ensuite, en dessous de la représentation de Nehi, donc près de 3 siècles postérieure à celle de Nehi, donc l'inscription de Hori, qui date de Ramsès IV. Il est représenté en adoration devant les cartouches donc, du pharaon Ramsès IV. Et le texte nous dit ici « Adoration à ton cas, roi puissant, prosternation devant Horus, maître de Bouenne, pour qu'il donne une longue durée de vie à suivre vos cas au fils royal de Couche, Hori, fils du fils royal de Couche, Hori. » Donc au pied de ce même pilier, on a 2 représentations de fils royaux qui s'adressent tous les deux à la fois à Horus, maître de Bouenne, et au pharaon. Dans la 3e représentation, donc en bas de la face ouest, on a ici Ra-Em-Teri, vice-roi de Couche pendant la 19e dynastie, donc sous Meremptah et sous Séti II, qui est représenté en train d'adorer le cartouche de Meremptah. Et là, le texte nous dit donc faire l'adoration pour l'Horus, maître de Bouenne, se prosterner pour le Dieu parfait par le Fils royal, le directeur des contrées étrangères méridionales, le flabellifère à la droite du roi, Ra-Em-Teri, le bon. Donc le personnage se place ici, encore une fois, donc, sous la double protection de la divinité locale, donc l'Horus, maître de Bouenne, et du pharaon, donc désigné par l'appellation Dieu parfait, pharaon, qui est l'objet de l'adoration par le biais ici de son cartouche. Alors on a un dispositif qui est un dispositif qui permet au personnage de s'insérer en quelque sorte dans le circuit rituel du temple. Ce n'est pas le seul dispositif qui est d'ailleurs utilisé dans ce sanctuaire, puisque lors des fouilles qui ont été menées dans le temple de Bouenne, donc les archéologues ont retrouvé une stèle réemployée dans le dallage, très fragmentaire, mais dont on devine l'essentiel. Cette stèle porte une scène rituelle montrant le pharaon. Alors, bon, dans son commentaire, Smith voit quelques traces qui pourraient correspondre aux cartouches de Séti II, donc on serait postérieur à cette inscription ici. Face à Horus, donc maître de Bouenne. Et en fait, le rôle du courtisan ici se manifeste par l'inscription qui se trouve en dessous. Alors il y avait peut-être une représentation aussi dans l'angle en bas à gauche, où on a donc la formule fait par le fils royal de Couche, le directeur des contrées, alors ici on ne peut pas avoir méridional, mais peut-être les contrées de l'or, un contrée aurifère, Ra-Em-Teri. Là on a la même relation qui est établie, mais sous une forme, disons, graphique différente, entre un couple divin, donc le pharaon et Horus, et le dignitaire qui marque son acte donc par cette formule Ir-En, café, donc qui le pose en quelque sorte en agent du processus cultuel. Alors je voudrais revenir un peu plus longtemps sur le cas de Nehi, que nous avons vu à l'instant, sur l'un des piliers, donc, qui est vice-roi de Nubie à l'époque de Thoutmôsis III, et qui va nous fournir un cas d'étude
de la multiplication de l'image d'un courtisan, donc dans un contexte différent de celui que nous avions vu du temple d'Amon-Ré la semaine dernière, avec Amenhotep fils de Apou ou Horemheb. En fait, ce personnage, lui, a multiplié ses images en Nubie, donc en les dispersant en quelque sorte dans un très grand nombre de sites dans le territoire dont il avait la responsabilité. Donc, depuis la région d'Assouan avec Éléphantine et Séhel, Aniba, Kasribrim, Bouen, Semna, Kouma, où son nom a été probablement effacé, Akasha Ouest, Saï. Alors ce personnage est même allé jusqu'à laisser son nom à Kourgous, le lieu le plus méridional de l'expansion égyptienne, à l'endroit même où, donc ici Kourgous est entre la 4e et la 5e cataracte. Vous avez ici donc la reconstitution des campagnes menées par Thoutmôsis Ier, qui le premier a laissé son empreinte sur ce site. Donc tout cela a été reconstitué par Viviane Davis dans plusieurs articles récents, dont un paru en 2017 dans le volume Nubia in the New Kingdom. Donc à Kourgous, Thoutmôsis Ier puis Thoutmôsis III ont laissé des inscriptions marquant la frontière de leur empire sur un rocher de quartz très, très remarquable qu'on appelle le Hagar el-Meroua. Et pour Thoutmôsis III, c'était une manière aussi de marquer la limite sud de son empire, ainsi qu'il l'avait fait au nord lors de ses expéditions au Proche-Orient, où il dit avoir marqué la limite nord de l'empire au Naharina, donc dans cette campagne contre l'empire du Mitanni. En quelque sorte, il a borné son empire au sud et au nord, et cette inscription marque la limite méridionale. Elle s'insère dans ce que les textes appellent le pays de Miou. Alors Nehi, lui, a laissé son inscription sur le même rocher. Donc vous avez les stèles frontières de Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III qui sont ici, et puis on a un important groupe d'inscriptions un peu plus à droite, avec de très nombreuses signatures, en quelque sorte, laissées par des membres d'expéditions à différentes époques. Et donc on a les traces d'une inscription au nom de Nehi, qui est reconnaissable ici. Et on voit aussi que sous Ramsès II, qui a laissé également d'ailleurs son empreinte sur ce rocher, le vice-roi de Couche de l'époque, Sétaou, qu'on a vu tout à l'heure, a voulu aussi laisser sa signature sur le rocher à côté de celle de Nehi. Certainement, peut-être par dévotion envers l'un de ses prédécesseurs, qu'il côtoya régulièrement sur de nombreux sites égyptiens, et on verra d'ailleurs qu'à Kasribrim, tout à l'heure, donc Sétaou s'est fait aménager aussi un spéos non loin de celui de Nehi. Alors on le voit, cette manière de laisser des inscriptions nombreuses sur toute une série de sites nubiens répond à une volonté des courtisans de laisser leurs souvenirs à proximité des inscriptions royales, et doit correspondre aussi nécessairement à une forme de faveur royale qui leur est accordée, ce qui est parfois donc explicitement signalé. Alors, pour dresser un portrait un peu plus complet de Nehi,
Donc je rappelle qu'il porte ses titres principaux de fils royal directeur des contrées étrangères méridionales, qui correspond donc à ce qui va devenir la fonction de fils royal de Couche à partir du règne de Thoutmôsis IV. Donc c'est un haut responsable en charge de l'administration de la Nubie, sur laquelle donc les pharaons de la XVIIIe dynastie ont étendu leur empire, notamment pour profiter des réserves aurifères de la région. Nehi est sous Thoutmôsis III, donc entre l'an 20 et l'an 50, probablement au milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ, l'un des maîtres d'œuvre de cette politique du pharaon pour consolider la présence égyptienne en Nubie après donc la défaite infligée au royaume de Kerma, qui marque véritablement un changement d'échelle dans les relations avec la Nubie. Alors bon, il y a toute une littérature sur ces questions. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Dominique Valbel sur l'administration de ces régions au Nouvel Empire, dans le volume qui est paru sur Handbook of Nubia, et beaucoup d'autres contributions jusqu'à la thèse donc, de Ingeborg Müller, qui fait référence, sont parus en 2013 dans Meroitica 18. Alors ce personnage, Nehi, a certes fait toute sa carrière, une très grande partie de sa carrière en Nubie, mais son point d'attache était quand même thébain, puisque sa tombe se trouvait donc à Thèbes-Ouest, et on a plusieurs témoignages de ce personnage sur la rive ouest de Thèbes. On a notamment une statue à Der el-Bahri et des éléments de son mobilier funéraire qui sont malheureusement légèrement flottants par rapport à sa sépulture. On a son sarcophage en calcaire qui est conservé au musée de Berlin. On a un pyramidion conservé au musée de Florence. Certains blocs probablement associés à sa concession funéraire qui ont été publiés récemment par Christian Leblanc, qui ont été retrouvés donc à proximité du Ramesséum. Tout cela pointe vers une tombe qui se trouverait vers Gournet Mouraille, donc une colline donc en face du Ramesséum, où se font enterrer un grand nombre de vice-rois de Nubie au Nouvel Empire. C'est ce qu'on appelle la tombe D1, mais qui n'a pas été explorée de manière systématique et dont l'emplacement est simplement deviné en quelque sorte plus que réellement pointé sur une carte. Donc il apparaît que Nehi, comme les autres vice-rois de Couche de la XVIIIe dynastie, sont des membres de l'élite très proches du roi, avec des attaches dans les grands centres d'Égypte, et qui sont dépêchés en quelque sorte le temps de leur mission en Nubie, où des résidences vont être construites pour eux dans les lieux principaux de leurs activités. On va le voir donc, Éléphantine, Aniba ou Saï. Donc d'une certaine façon, le lien avec l'Égypte et avec les centres névralgiques du pouvoir égyptien reste total. Alors pour ce qui est des vestiges que Nehi a laissés à Éléphantine, ils ont fait l'objet d'une note récente de Julia Budka. Vous trouverez ça sur son site internet consacré à son programme Across Borders, où elle rappelle donc les différents éléments au nom de Nehi qui ont pu être retrouvés sur le site d'Éléphantine. Parmi les nouveaux éléments, on a un montant de porte au nom de Nehi, qui fait partie probablement d'un encadrement d'une porte de bâtiment
de type administratif ou un bâtiment de stockage. On reviendra sur ce type d'éléments ensuite. Une stèle très abîmée montrant Néhi en adoration devant une divinité, donc très probablement Mine. Et puis, la pièce principale, c'est une statue découverte dans le temple de Satet à Éléphantine, qui a été conservée longtemps au musée du Caire, hein, sous le numéro 39749, et qui est actuellement conservée au musée d'Assouan. Alors c'est une statue sistrophore du personnage qui met en exergue d'ailleurs le cartouche de Thoutmôsis III dans la partie supérieure du monument. Là encore, on a une forte allégeance au pharaon et aussi le signe que cette statue a pu être donnée comme un cadeau royal à ce haut personnage. Et le texte qui accompagne la statue présente un portrait du courtisan Néhi dans toute sa splendeur. J'en donne quelques extraits. Le comte, gouverneur, chancelier du roi, l'ami unique, la bouche qui apaise dans le pays entier. Discret sur ce dont on l'a informé, héros royal, directeur de la porte, fils royal, directeur des contrées étrangères méridionales, Néhi. Donc ça, c'est la définition, en quelque sorte, portée sur la statue de l'identité du personnage. Et ensuite, on a deux formules d'offrande, l'une à Anoukis, l'autre à Amon-Ré, donc celle à Amon-Ré ayant été martelée à l'époque amarnienne. Donc, offrande que donne le roi à Anoukis, maîtresse de Séhel, afin qu'elle donne la vie à celui qui lui est fidèle et la vieillesse à celui qui la place dans son cœur, pour le cas du comte, gouverneur, le favori qui parle en privé, enrichi par le roi de Haute-Égypte, rendu puissant par le roi de Basse-Égypte, celui dont le maître des deux terres a promu la place, celui qui emplit les oreilles d'Horus de la vérité, emplit des lois dont il est instruit, à l'esprit délié dans toute chose secrète, celui qui est appelé à toute heure pour entendre la promulgation des décrets, celui qui sort loué d'auprès de son maître, le courtisan dont on attend la venue, le héros royal. Et je vous donne simplement un extrait de l'offrande, l'invocation d'offrande à Amon-Ré. Pour le grand courtisan, Sémère, bien-aimé, le grand Our du roi Nessou, le grand Aa du roi Biti, le favori du roi, maître du palais, l'homme de confiance du Dieu parfait, le courtisan Sémère qui s'approche du souverain, celui qui entre loué et qui ressort aimé, le grand des grands, le dignitaire parmi les courtisans sémérous. Vous voyez, c'est somme toute le portrait classique d'un courtisan de premier plan qui nous est dressé là, utilisant nombre d'épithètes convenues, insistant sur le statut de favori de Néhi, dont jouit Néhi auprès du roi, la primauté sur les autres courtisans, hein, dans un contexte évidemment de concurrence caractéristique de la société de cour, l'accès aussi privilégié aux appartements du roi, à la présence royale. Et là, comme on le verra d'ailleurs pour les autres inscriptions, même placées beaucoup plus au sud, l'éloignement géographique de Néhi, le contexte relativement isolé où il laisse ses inscriptions, donc ici déjà à Éléphantine, à la limite sud du territoire égyptien proprement dit, eh bien, cet éloignement n'induit pas l'emploi d'une phraséologie différente de celle d'un courtisan séjournant au plus près du roi. Au contraire, vous le voyez, l'insistance sur la proximité et la faveur royale est permanente. On a l'impression de quelqu'un qui peut fréquenter le roi à toute heure du jour et de la nuit, nonobstant le fait qu'il mène son activité à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ces inscriptions commémoratives
des courtisans donc, font place majeure à cette vie de cour, à cette relation étroite avec le roi dont dépendent leur statut, et leur statut aussi avec un E. Et donc, on est finalement dans un genre d'inscription qui est tout à fait semblable à celle que l'on va trouver dans les capitales du royaume. Alors, allons maintenant un peu plus au sud, au niveau de la deuxième cataracte, à Semna, donc célèbre site, notamment au Moyen Empire, hein, là où Sésostris III avait lui-même déposé une stèle frontière, défiant en quelque sorte les étrangers qui oseraient passer cette limite. Thoutmôsis III va en quelque sorte renouveler la présence égyptienne sur le site et dans un acte de dévotion à son prédécesseur Sésostris III, faire reconstruire le temple de Semna. Alors Nehi, donc le vice-roi de Nubie sous Thoutmôsis III, a laissé dans ce temple son image précédée d'une longue inscription sur donc, la paroi extérieure du mur est, sous une scène qui montre l'introduction dans le sanctuaire de Thoutmôsis III, guidé par le dieu Montu, hein, que vous avez ici, et par la déesse Isis, qui donc enserre le pharaon. Et les deux dieux l'amènent à l'intérieur du temple donc de Semna, qui est dédié au dieu nubien Dédoun. Alors le choix de l'inscription, le choix de l'emplacement de l'inscription de Nehi ne doit certainement rien au hasard, puisque cette inscription a été placée juste en dessous d'une scène où Isis rend grâce à Thoutmôsis III pour avoir rebâti le sanctuaire, donc en hommage à Sésostris III, donc vous voyez le cartouche ici, et Isis décrit précisément les aménagements et les enrichissements qui ont été apportés au temple. Et donc en tant qu'agent actif de cette restauration, Nehi se place en position stratégique pour bénéficier des remerciements d'Isis, en quelque sorte, qui sont adressés au pharaon, mais qui rejaillissent sur lui sous forme de récompenses royales. Et donc, le personnage ici se place, en quelque sorte, dans la dynamique qui est créée par cette scène d'introduction royale, et alors que le pharaon est introduit à l'intérieur du temple, lui se trouve introduit en quelque sorte aussi dans cet univers parmi les favoris du roi, et il peut ainsi prétendre à laisser sa présence à côté de ces divinités et du roi. Alors si on regarde le texte de l'inscription de Nehi ici, on a d'abord le cartouche du pharaon, Menrepere, fils de Ré Thoutmôsis. J'étais un courtisan sémère qui avait accès au souverain, vraiment utile à son seigneur, grand bénéficiaire de présents du palais. J'étais celui qui remplissait les entrepôts et agrandissait les greniers. Et donc ensuite, on a deux parties dans l'inscription, scandées à chaque fois par un titre où on a l'énoncé, en quelque sorte, de la faveur royale. Première fois où j'ai été favorisé par le roi. D'abord, le roi de Haute et Basse-Égypte, ce bon Dieu, ce Dieu parfait. Cela fut lorsqu'il me nomma j'étais respecté, c'est-à-dire littéralement celui
qui l'on plie le bras parmi les notables du palais. Donc là, on a un geste de cour effectué par les courtisans marquant leur respect vis-à-vis du personnage. Le favori Horus qui y résidait, qui élève la voix. Alors, il y a un passage malheureusement très abîmé, et on s'étonne ici d'avoir une mention de Ka-Reru, puisque, comme on l'avait vu fréquemment, le silence est plutôt de mise à la cour, et le contrôle de ses émotions est quelque chose qui est indispensable dans le contexte de la fréquentation de la cour. Le fait d'avoir la voix élevée est souvent vu négativement dans les textes égyptiens. On peut même y voir parfois donc un défaut appliqué aux rebelles ou à ceux qui ne respectent pas notamment le silence du monde osirien. Alors on va avoir quand même quelques épithètes autobiographiques qui utilisent cette séquence Ka-Reru, j'étais quelqu'un à la voix élevée, notamment dans l'expression je suis quelqu'un qui a la voix élevée dans les places de silence, pour marquer le fait que le personnage dispose en quelque sorte d'autorisation ou de préséance qui le dispense en quelque sorte de respecter les règles que tout le monde doit respecter. C'est peut-être ici la raison d'être de cette apparition surprenante de l'expression qui élève la voix. Mais malheureusement, le contexte est trop lacunaire pour qu'on soit sûr de la restitution. Ensuite, il nous est dit « J'étais celui qui entrait dans la chambre, alors, probablement dans la chambre royale, dans les appartements royaux, porteur d'un rapport et qui en ressortait porteur d'ordre, celui qui donnait régulièrement des instructions à. J'étais celui qui entendait les affaires en privé, celui qui était discret sur les instructions qui lui étaient données, maître du moment », alors traduction de Neb Unut, expression assez rare, afin d'accomplir des fonctions utiles à la maison du roi. Et ensuite, la deuxième partie de l'inscription commence comme la première par l'énoncé de la récompense, seconde fois où j'ai été favorisé par le roi, donc le roi de Haute et Basse-Égypte. Ce bon Dieu fut lorsqu'il nomma l'homme de confiance de son cœur comme fils royal, intendant des terres étrangères du sud, de ce pays, commençant par Néren et se terminant à la forteresse, peut-être la forteresse de Saï. Et puis on évoque des objets qu'il aurait reçus en récompense, un ornement Mertébet et un bracelet d'or. J'étais celui qu'il éleva au milieu de ses notables, celui dont il fit étendre l'influence ou les richesses, le directeur de la porte, fils royal et directeur des contrées étrangères méridionales, Néhi le sincère, utile au Seigneur des deux terres et loué par le Dieu parfait. Cette inscription appelle plusieurs commentaires. Donc, en premier lieu, elle se construit non pas autour d'un récit, mais d'une récapitulation, en quelque sorte de deux occasions, deux récompenses accordées à Néhi. Comme cela arrive fréquemment dans les inscriptions commémoratives trompeusement appelées autobiographiques, le texte reprend en fait des formulaires qui sont ceux de cérémonies officielles. Comme je l'ai rappelé dans un article sur les clichés des autobiographies que j'avais évoqué lors du dernier cours, ce que nous appelons autobiographie ou texte biographique est souvent en fait une compilation de mentions de cérémonies, de remises de récompenses, un recueil d'épisodes de faveur royale. On ne raconte pas la vie d'un haut personnage dans ces textes, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, même s'il y a une continuité souvent biographique en filigrane, mais on énumère en quelque sorte les moments majeurs où le personnage a reçu une promotion, une récompense de la part du roi.
Et la formulation de ces récompenses s'inspire probablement de la décision royale qui était édictée et prononcée oralement lors de ces occasions. Alors nous aurons certainement à revenir sur ces cérémonies et leurs formulaires. Je signalerai simplement, pour mettre en contexte en quelque sorte le style particulier de cette inscription de Nehi à Sebna, je rappellerai qu'on retrouve cette structure formulaire dans de nombreuses inscriptions qualifiées d'autobiographiques à différentes périodes de l'histoire égyptienne. J'en ai mis ici deux exemples. La statue d'Amenéminet qu'on évoquait la semaine dernière, celui qui joue le rôle d'intercesseur en tant que chauve d'Hathor, dans la première partie de son inscription, évoque son cursus honorum en quelque sorte, et l'inscription est conçue comme une sorte de litanie d'évocation des faveurs qu'il a reçues du roi. Mon Seigneur me favorisa en raison de mon excellence, il me fit commandant de son armée, mon Seigneur me favorisa en raison de mon exactitude, il m'envoya en qualité de messager du roi vers tous les pays étrangers, et je lui disais comment se trouvaient les pays étrangers dans chacun de leurs aspects. Il renouvela ma faveur en raison de mon excellence, il me fit chef des travaux, il renouvela ma faveur en raison de mon utilité, etc., etc. Donc là, on a, vous voyez, une inscription qui est une compilation des étapes marquées par les récompenses royales. Et puis l'inscription la plus, finalement, presque caricaturale de ce point de vue-là, dans les textes égyptiens, elle date certainement de la 26e dynastie, cette statue de Nesna-Issout, conservée à Berlin, où le personnage ne va pas essayer finalement de broder un récit de vie autour de sa carrière, mais va énumérer purement et simplement la liste des promotions qu'il a reçues. Mon maître m'a accordé une récompense, il m'a nommé gouverneur de Per Inbu. Mon maître m'a accordé une récompense une deuxième fois, il m'a nommé gouverneur de Per Nebet Maou. Mon maître m'a accordé une récompense une troisième fois, il m'a nommé gouverneur de Rasset Tcheméou, puis une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, septième fois, huitième fois, neuvième fois. Si grande était mon excellence à son avis, donc c'est la raison de la faveur royale qui s'est répétée à 9 reprises jusqu'à ce qu'il obtienne le gouvernorat d'Edfou. Et donc là, on a tout simplement la compilation des décisions de promotion accordées par le roi pour ce haut personnage. Donc l'inscription de Nehi reprend ce schéma. Vous avez vu aussi ce qui est frappant dans cette inscription, c'est la manière dont elle se fonde quasi exclusivement sur une phraséologie relative à la vie de cour, distinction du courtisan par la récompense du roi, distinction parmi ses pairs, accès privilégié à la personne royale, on l'avait vu, pour laquelle il sert d'intermédiaire vers l'extérieur, c'est lui qui fait rapport d'un côté et qui ressort avec les décisions royales de l'autre, qualité de discrétion du courtisan, aussi avec l'idée qu'il est discret sur ce qu'on lui a ordonné, donc qualité cardinale de l'homme de cour, même si on le voit, il peut aussi se permettre de bénéficier de passe-droit, puisque son statut éminent lui permet de s'exprimer finalement à sa guise dans certains contextes normalement limités. Alors Nehi aussi va franchir un degré supplémentaire dans la mise en avant de son portrait, en quelque sorte, avec l'aménagement d'un spéos sur donc le site de Kasribrim. Donc spéos aménagé donc, dans la falaise, qui sera
aussi accompagné par l'aménagement d'autres spéos un peu plus tard. Il s'agit davantage ici en quelque sorte d'un petit temple au nom de Néhi que de Thoutmôsis III, même si celui-ci est largement présent dans le sanctuaire. Alors, donc vous voyez, c'est le spéos que Kaminos a désigné sous le numéro 1. Il est indiqué par la flèche, celui qui est le plus au sud. On voit l'entrée ici. Voilà quelques éléments de ces décors dans la publication de Kaminos, avec en façade un encadrement de porte où Néhi s'est fait représenter à la base des montants de porte en adoration. En passant, vous voyez, on a ici une épithète parmi les caractérisations habituelles de Néhi comme au courtisan, celui Teken, là on reconnaît le terme qui sert à exprimer celui qui a accès à son maître, celui qui peut entrer librement auprès du roi. Ici, on a une formule plus rare, Rho CRRM CRRF, la bouche qui apaise par son conseil, par sa décision. On connaît la formule Rho CRRM TO RGRF, la bouche qui apaise dans le pays tout entier. Ici, on a une variante montrant la capacité, en quelque sorte diplomatique et décisionnelle de Néhi, qui est mise en avant à l'entrée donc de ce sanctuaire. Une fois qu'on entre dans le spéos, on retrouve la présence de Néhi, alors malheureusement sur des parois qui sont très abîmées, mais on retrouve une formule d'adoration ici, et on devait avoir des représentations de Néhi en train de pratiquer l'adoration, orientée vers, donc dos opposé à l'entrée, donc vers le fond du sanctuaire. Et au fond du sanctuaire, le point focal est constitué par cette niche avec 3 statues sortant de la roche. Donc au centre, Thoutmôsis III, ici, et il est encadré par Horus, maître de Miam, et sa tête, maîtresse d'Éléphantine, et on retrouve un certain nombre de formes d'Horus nubiennes dans le spéos. Alors sur la paroi sud, on a la représentation d'une audience royale. Alors vous avez simplement un petit extrait de cette représentation ici, qui montre l'occasion solennelle de présentation des tribus nubiens au roi. Alors on le retrouve dans d'autres spéos, notamment le spéos voisin d'Ousersatet, sous Amenhotep II. Ces scènes de tribus de présentation de tribus sont également nombreuses dans les tombes du Nouvel Empire, et le corpus en a été rassemblé par Silke Allmann dans un ouvrage de 2006 dit Tributszenen des Neuen Reiches. Vous trouverez facilement l'ensemble des scènes concernées. Donc c'est pour le vice-roi de Nubie une occasion particulière, celle de faire un bilan au pharaon des richesses qu'il a pu récolter par donc la collecte d'or, mais de différents aussi autres produits, ivoire, ébène, etc. Et donc de faire évaluer par le pharaon la qualité, la performance en quelque sorte de son action dans les contrées du Sud. Alors ici, le texte qui accompagne la scène nous dit « Apporter les tribus des contrées étrangères méridionales, or, ivoire et ébène,
Néhi dit « Je suis un serviteur utile à son maître qui remplit sa maison d'or, qui fait resplendir le visage de son Horus, c'est-à-dire du pharaon, à travers les offrandes des contrées étrangères méridionales, qui sort loué par son maître, le fils royal et directeur des contrées étrangères méridionales, Néhi. » Alors évidemment, on est dans ce genre de représentation exactement comme on est dans le contexte du jugement des morts représenté sur les papyrus du livre des morts. Tout s'est bien passé au final, et donc la scène évoque naturellement la satisfaction du pharaon et décrit une situation qui est à l'avantage du haut fonctionnaire qui a parfaitement effectué sa mission. Mais évidemment, il ne faut pas se cacher l'enjeu que représentait ce genre de présentation des tribus auprès du pharaon, c'est-à-dire un enjeu évidemment crucial pour les vice-rois qui voyaient en quelque sorte leur carrière mise en jeu par le bilan qu'ils pouvaient présenter au pharaon. On a d'ailleurs ici une mention qui est assez évocatrice, celui qui fait resplendir le visage de son Horus à travers les offrandes des contrées étrangères. Donc l'image que l'or qui est apporté en masse devant le pharaon permet d'éclairer en quelque sorte son visage. Ça montre en quelque sorte la solennité et le caractère aussi de rite de passage que constitue cette audience du vice-roi qui vient apporter les tribus étrangers. Donc en définitive, le spéos de Néhi à Casribrim constitue davantage qu'un lieu de culte pour les divinités locales parmi lesquelles serait inclus le pharaon, constitue davantage un monument de prestige pour le vice-roi qui lui permet de déployer dans un sanctuaire qui lui est en fait proprement dédié le rang qu'il a atteint. Alors l'analyse des autres spéoi de Casribrim, consacrés par des vice-rois de Nubie, étaye également la compréhension de ces structures comme des lieux de déploiement de l'envergure sociale du courtisan, à la fois en lien avec la cour royale, mais aussi en lien avec son propre réseau local, avec le territoire qu'il contrôle et les autres membres de son administration qui le suivent et dont il dépend aussi finalement sur le plan local. Alors, pour le spéos de Sétaou, qui est voisin de celui de Néhi à Casribrim, vous avez ici la porte d'entrée et puis une scène de l'intérieur. Je vous renvoie à un article de Christine Radler zur Repräsentation und Verwirklichung pharaonischer Macht in Nubien, der Vicekönig Sétaou, dans un colloque sur la royauté à l'époque ramesside, paru en 2003, où elle analyse justement la composition de ce réseau social local du vice-roi Sétaou sous Ramsès II. Alors, en passant, puisque ça nous intéressera pour la suite, vous voyez l'encadrement de la porte du spéos de Sétaou. On retrouve évidemment, non pas son image, mais en tout cas son nom en bas des colonnes. Et lui, il s'est fait représenter sur le linteau en adoration devant les cartouches royaux. Et on a en quelque sorte aussi une signature qui a été ajoutée, faite par donc le fils royal Sétaou. Donc juste au-dessus de sa représentation, on retrouve la même logique que l'on a vue tout à l'heure sur l'insertion des images du courtisan dans les sanctuaires, mais ici en position tout à fait centrale
donc à l'entrée du spéos. Alors, passons maintenant à deux autres sites où Nehi est présent, Aniba et Sai. Alors, avec ces deux sites, nous allons rencontrer encore des modalités différentes de l'insertion de l'image et du nom du courtisan dans le paysage monumental. À Sai, Nehi est responsable de la construction et de l'agrandissement du temple de Thoutmôsis III à partir de l'an 25 du règne, comme nous l'apprend une inscription découverte sur place et récemment republiée par Viviane Davis. Donc, en 25, sous le règne de la majesté du roi de Haute et Basse-Égypte, Menrépéré, fils de Ré, Thoutmôsis aux transformations parfaites, qui vivent éternellement. Sa majesté ordonna au fils royal, directeur des contrées étrangères méridionales Nehi, de construire un temple à neuf en grès dans la forteresse de Shahat, Sai. Alors le fils royal, directeur des contrées étrangères méridionales Nehi, fit ce qui lui avait été ordonné, tendant les cordes, c'est-à-dire effectuant les rituels de fondation, dans le temple d'Amon, dans la forteresse de Shahat, en l'an 25, etc. Et puis ensuite, on a l'évocation pendant 5 mois, etc. Le texte est malheureusement fragmentaire, mais on devine très nettement que Nehi a été chargé par Thoutmôsis III de construire le temple de Sai pour une durée qui a été apparemment de 5 mois. L'étude archéologique et architecturale des vestiges qu'ont mené Michel Azim et Jean-François Carlotti donc sur place, sur l'île de Sai, a montré la similarité du projet réalisé avec celui des temples de Semna et Koumma qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, à Sai, Nehi va laisser son nom également sur de nombreux linteaux et jambages de portes dans des zones administratives ou résidentielles. Et au vu de ces vestiges comparables à d'autres trouvés à Aniba, Florence Thiel a proposé que pour la Nubie, 2 centres administratifs principaux existaient, l'un à Aniba au nord et l'autre à Sai au sud. Donc elle pense que sous Thoutmôsis III, ces 2 centres constituaient les 2 points nodaux en quelque sorte du contrôle administratif sur la Nubie. Alors évidemment, c'est s'appuyer sur les vestiges existants. Ce n'est pas évidemment cette hypothèse n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes. Et puis on a vu aussi qu'à Éléphantine, on avait très probablement aussi une résidence administrative pour Nehi. En tout cas, Florence Thiel a mené l'analyse précise des vestiges laissés par Nehi sous forme de linteaux et de montants de porte, et notamment donc ces encadrements de porte qui devaient appartenir à des bâtiments liés à l'approvisionnement et au stockage, dont les portes principales étaient donc dotées d'un encadrement en pierre, lieu de stockage évidemment, puisqu'on a ici des rites devant la déesse Renénoutet, maîtresse des greniers, donc caractéristique aussi de la protection des bâtiments de stockage. Donc sur les linteaux, on a à la fois ces rites devant Renénoutet, mais on a aussi des scènes d'adoration du cartouche royal menées par le vice-roi Nehi. On va retrouver le même type de linteaux sur le site de Sai, évidemment beaucoup plus fragmentaires, comme vous voyez, mais qui peuvent être restitués à partir des différents fragments qu'on a, avec le personnage en adoration, sa titulature qui le dénomme clairement comme le fils royal Nehi, et puis au centre, un cartouche royal. Donc on retrouve la même structure que dans les linteaux d'Aniba. Alors ce type
de portes avec les linteaux et des montants de portes inscrits. On le connaît bien à l'époque du Nouvel Empire, notamment pour avoir des exemplaires en parfait état, ou en tout cas bien complet, il faut se tourner vers l'époque ramesside, notamment les exemplaires provenant du site de Tel el-Daba qui a publié la Bible Abashi. Une étude complète a été menée sur ce type d'encadrement de porte par Julia Budka en 2001 dans son ouvrage intitulé Der König an der Haustür. Donc vous voyez deux montants inscrits et puis sur le linteau des cartouches centraux et puis de part et d'autre un personnage en adoration qui est finalement le propriétaire du cursus honorum qui est décrit sur les montants de porte. Alors, sur les montants d'Aniba, qui sont bien conservés, on va avoir un texte qui rappelle ce que l'on a vu sur les inscriptions commémoratives de Nehi jusqu'à présent, gouverneur et comte, chancelier du roi, le grand dans le palais royal, le grand du roi Nessou, le grand Aa du roi Biti, le favori du roi, maître du palais, à la démarche libre. Donc ici on trouve Ouzer Nemtet, qui rappelle ce que je disais tout à l'heure de cette capacité qu'a le très haut courtisan à s'affranchir des règles du protocole, puisque d'habitude la formule usitée c'est celui qui respecte son rang, qui connaît son rang, qui connaît la manière dont il doit se tenir. Eh bien le très haut courtisan lui bénéficie d'une liberté de manœuvre beaucoup plus grande et peut bénéficier donc d'une démarche libre dans le palais. Exempt de soucis, le fils royal, le directeur des contrées étrangères méridionales, Nehi. Alors Florence Steele note que l'invocation de part et d'autre dans les cartouches d'Aniba, et qu'on retrouve également d'ailleurs sur les invocations des linteaux de Sai, se fait d'un côté au Dieu parfait, Netcher Nefer, et de l'autre au Neb Netcheru, au maître des dieux, qui ici évidemment ne pourrait renvoyer qu'aux cartouches royales, mais qui habituellement, on l'avait vu, est une épithète d'Amon. Donc il y a ici une sorte de superposition entre l'identité du pharaon et l'identité divine. On a un processus en quelque sorte de divinisation bien connu du pharaon dans un contexte nubien. Alors, il y a d'autres indices qui montrent ce processus de divinisation à Sai, notamment la vénération d'une forme locale d'Horus, le taureau maître de la Nubie, Hor Ka-Neb-To-Seti, qui représenterait en quelque sorte la conception divinisée du roi conquérant de la Nubie. On aurait là donc une adoration du courtisan face à un dieu autant qu'à un roi. Alors, dans un article de 2017, reprenant les conclusions de Florence Steele, Julia Budka a développé l'idée que c'est spécifiquement en Nubie qu'est apparu ce type de décor d'huisserie, montrant l'adoration du cartouche royal, avant que ce phénomène donc, ne se développe ensuite à l'époque amarnienne. Elle lie en quelque sorte le phénomène à l'éloignement des sites concernés qui implique de créer un nouveau modèle pour la diffusion de l'autorité royale, ce qui sera aussi le cas pour la capitale amarnienne nouvellement créée. Donc elle résume ainsi sa pensée. Il est peu probable que ce soit un hasard si la première manifestation publique d'adoration du roi vivant provient de Nubie, donc Aniba et Sai. Il était plus aisé d'installer ces scènes dans des villes nouvellement fondées, éloignées et conceptuellement extérieures à l'Égypte, que dans leur pays d'origine. De plus, l'affirmation de l'autorité royale, mais aussi l'établissement de relations directes avec le représentant du roi d'Égypte, Akouch, le vice-roi, était essentiel pour susciter la loyauté des habitants.
On retrouve une situation similaire quelques générations plus tard en Égypte même. Akhénaton établit sa nouvelle résidence à Amarna avec des temples d'un nouveau type, loin des anciens centres urbains et des sacerdoces. Donc je ne traduis pas tout le texte, mais elle voit ici donc une connexion directe entre la mise en place de cette adoration des cartouches royales en Nubie et la situation à Amarna ensuite. Cela reste évidemment hypothétique. Néanmoins, ce qui m'intéresse dans cette comparaison, c'est qu'on a un statut particulier du cartouche royal au centre de ces linteaux et qu'on voit l'évolution qui va se produire ensuite, et particulièrement, disons, dans le contexte amarnien, où les cartouches qui vont occuper le centre du linteau, ce sont avant tout les cartouches du dieu Aton, qui vont être bordées de part et d'autre par les cartouches royaux. Donc on a une mise en avant de la divinité au centre du linteau qui est en quelque sorte préfigurée par le changement de statut du cartouche royal aux époques antérieures, et cela amènera l'évolution qu'on connaît bien pour le premier millénaire avant Jésus-Christ, où sur les linteaux de ces édifices domestiques, mais aussi des chapelles divines, on va avoir au centre un cartouche qui sera cette fois-ci un cartouche divin, l'un des premiers exemples connus étant celui de cette porte d'accès à une maison de prêtres dans le quartier du lac Sacré, à Karnak, maison de la 21e dynastie, où on a une forme d'Amon qui est présente dans le cartouche central avec le prêtre en adoration de part et d'autre du linteau. Donc on a une préfiguration en quelque sorte de l'évolution ultérieure de ces représentations dès Thoutmôsis III dans le contexte nubien. Donc le lien établi entre les courtisans et le nom de leur roi, avec un statut divinisé, crée déjà, à notre sens, une dimension particulière du statut du courtisan qui s'épanouit certainement davantage encore dans le contexte nubien. Et en conclusion, disons, sur ce dossier du fils royal et directeur des contrées étrangères méridionales Néhi, sur lequel nous nous sommes attardés, et que nous avons suivi dans plusieurs de ces lieux d'activité et donc de commémoration en Nubie, nous avons pu analyser là un cas de diffusion d'images commémoratives d'un courtisan sur une zone très large, on l'a vu, c'est-à-dire d'Éléphantine même jusqu'à Courgousse, entre la 4e et 5e cataracte, et nous avons pu voir la diversité des modalités de cette mise en image et des supports de cette autopromotion de Néhi qui ne s'éloigne, on l'a vu, jamais de la codification des relations de cour. On l'a vu que les textes, même présents à des centaines de kilomètres de la capitale, sont fondés essentiellement sur la promotion du respect de l'étiquette, des mécanismes de cour qui amènent la promotion du courtisan et aussi sur les cérémonies de récompense et de promotion qui constituent des événements essentiels. Le vice-roi de Nubie se trouve au contact permanent de populations méridionales qu'il s'agit donc de canaliser, de soumettre aux tribus. Et donc cette dimension d'apaisement, de stratégie de pacification par différents moyens intègre forcément l'action diplomatique, ce que reflètent certaines des caractéristiques que s'attribue Néhi, on l'a vu rapidement. On reviendra sur cette question plus largement dans la suite du cours.
Et précisément, nous allons maintenant nous intéresser plus concrètement aux situations dans lesquelles le courtisan se trouve confronté aux représentants des populations étrangères au cours d'audiences royales. Et pour cela, nous allons nous replonger dans la documentation relative à Horemheb, que nous avions laissé de côté depuis le cours dernier, donc à la toute fin de la XVIIIe dynastie. Donc la situation qui nous intéresse ici, c'est celle où, au sortir de l'ère amarnienne, Horemheb fait partie des courtisans du plus haut rang, sous le règne de Toutankhamon et puis celui d'Aï, avant qu'il n'accède lui-même au trône. Un aspect de la personnalité et de la carrière qui nous intéressera particulièrement ici, c'est son rôle d'ambassadeur et de diplomate en lien avec les puissances étrangères, en négociation ou en conflit avec l'Égypte. Alors on retourne pour cela donc, dans le contexte de sa tombe Menfite à Saqqara. Donc. Alors pour avoir une vision globale de l'implantation de cette tombe, je vous renvoie à un ouvrage fondamental qui est paru récemment sous la plume de Nico Staring, The Saqqara Necropolis Through the New Kingdom, qui est une véritable synthèse sur l'ensemble de l'évolution du plateau de Saqqara au Nouvel Empire et les différentes phases d'aménagement de ce secteur et d'implantation des tombes et toute la logique de développement du secteur. Alors Nico Starig montre qu'il y a en fait trois grands secteurs d'implantation des tombes au Nouvel Empire. À Saqqara, on a d'abord ce qui se passe donc au sud de la chaussée de la pyramide d'Ounas, avec l'aménagement des grandes tombes de la fin de la XVIIIe dynastie, donc au moment où finalement l'aventure amarnienne périclite, on a un repli généralisé des hauts dignitaires vers le plateau de Saqqara, donc probablement aussi par proximité avec la capitale Menfite, qui est redevenue le centre principal de gestion du pouvoir. Et ce secteur va ensuite encore se développer à l'époque ramesside avec l'aménagement de nombreuses autres tombes. Donc ici, on est dans la partie qui a été fouillée par la mission néerlandaise de Leyde, épaulée ensuite par une mission italienne. Et puis, on est ensuite au-dessus dans la concession égyptienne qui a fait aussi de superbes découvertes de nouvelles tombes, notamment ramessides. Donc la tombe d'Horemheb se trouve ici. Donc vous avez ici un plan plus détaillé qui vous montre sa disposition au sein d'un ensemble de grandes tombes qui a une certaine cohérence, chronologique pour la plupart d'entre elles. On retrouve notamment ici la tombe de Maya et d'autres hauts personnages contemporains. Un autre secteur qui connaît un aménagement intense à cette époque, c'est le secteur de la pyramide de Téti, où au milieu des mastabas de l'Ancien Empire vont s'insérer un certain nombre de tombes qui vont être aménagées par des membres de la cour d'un rang en quelque sorte inférieur à celui des grands personnages qui se sont installés au sud de la chaussée d'Ounas et qui vont trouver à cet endroit un lieu d'implantation favorable. Enfin, autre site important, donc la falaise du Boubasteion, donc avec les fouilles menées par Alain Zivy qui ont mis en lumière l'existence de tombes très importantes pour la fin de l'époque amarnienne et aussi pour des périodes plus tardives. Notamment, on avait évoqué
l'existence de la tombe de Netcherwimès, l'ambassadeur de Ramsès II. Donc revenons au secteur de la tombe d'Horemheb, donc à Saqqara, donc qui a été largement restauré. Beaucoup de blocs ont été malheureusement pillés, se retrouvent dans des musées tout à travers le monde, ou alors ont été détruits, réemployés dans des habitations tout autour. La fameuse scène qui illustre d'ailleurs l'affiche de notre cours, que l'on trouve dans cette tombe d'Horemheb, de la réception donc des ambassadeurs étrangers, est elle-même, donc, vous le voyez, la recomposition, l'objet d'une recomposition à partir de blocs préservés sur place et de blocs qui sont dans des musées à Leyde, Berlin et Vienne. La tombe a été l'objet d'une première publication par Geoffrey Martin en 1989, et puis il y a une nouvelle édition un peu augmentée en 2016, toujours par Geoffrey Martin, qui s'intitule Tutankhamun's Regent. Alors si on analyse cette scène qui est particulièrement intéressante, on va voir d'abord sur le côté gauche la présence du couple royal, malheureusement très fragmentaire, qui est représenté donc ici, donc Toutankhamon et Enrésenamon, placé dans ce qu'on appelle une fenêtre d'apparition. Alors ici, assez original, puisque finalement on voit les personnages, le bas des personnages à l'intérieur de la fenêtre d'apparition, alors que généralement la partie inférieure du mur principal de la fenêtre cache le bas des personnages. Alors on a là un dispositif spatial qui a connu son apogée avec l'ère amarnienne, donc qui remplace en quelque sorte le dispositif du kiosque que l'on a vu à plusieurs reprises, notamment par exemple dans la tombe de Khénamon, où le pharaon est représenté sous un dais pour mener les audiences royales. À l'époque amarnienne, on privilégie donc ce dispositif de la fenêtre d'apparition, qui a été étudié de manière détaillée d'un point de vue iconographique et archéologique par Petra von Berg dans un ouvrage publié dans la collection Philippica 4 en 2004. Alors, dans la tombe de Parennefer, notamment, on a un très bel exemple de cette fenêtre d'apparition où on voit le couple royal, donc Akhenaton Nefertiti, se pencher vers les courtisans, et notamment ils viennent d'attribuer, donc lors de la récompense au propriétaire de la tombe, et on voit s'étager un certain nombre de rangs de courtisans sur plusieurs registres face à ce couple royal qui bénéficie directement du contact avec l'astre solaire, le Aton. Donc ce dispositif de la fenêtre d'apparition permet également ce contact avec cet acteur principal de la religion amarnienne. Alors dans la tombe d'Horemheb, le dispositif est peut-être plus modeste. On a quand même l'occasion de voir la manière dont est conçue la fenêtre d'apparition à cette époque, de manière plus détaillée, dans une autre représentation de la tombe qui a été reconstituée assez récemment par Ray Johnson dans un article qui est paru dans un catalogue consacré à une exposition de la collection de Leyde à Bologne.
Ray Johnson a utilisé un raccord entre des blocs qui se trouvaient encore sur place, un bloc conservé à Chicago et des blocs retrouvés par la mission égyptienne dirigée par Zahi Hawass à Abouzir, des blocs qui avaient été réemployés dans des constructions domestiques et qui provenaient de l'exploitation comme carrière des tombes du Nouvel Empire. Donc là, on a dans cette scène de la cour à péristyle de la tombe d'Horemheb une représentation de la fenêtre d'apparition qui semble là ici vide, il n'y a pas de pharaon présent, mais on voit bien comment elle est aménagée avec un escalier qui amène à une porte d'accès vers une estrade sur laquelle est représenté un ensemble de peuples étrangers qui sont en adoration autour du Sematawi. Et puis, de part et d'autre de la fenêtre, on va avoir des scènes à connotation guerrière, d'une part avec Toutankhamon en train de tirer à l'arc, dans une scène presque intimiste avec son épouse, et puis, de part et d'autre, on avait des scènes de massacre des étrangers pour orner en quelque sorte les deux côtés du dispositif. Alors évidemment, on n'est pas dans un contexte qui annonce une diplomatie forcément dans sa plus haute expression, et finalement l'autre fenêtre d'apparition donne une image peut-être beaucoup plus apaisée des relations avec les délégations étrangères, même si, on le verra, celles-ci sont représentées de manière peut-être un peu plus caricaturale. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette représentation d'Horemheb face au couple royal, donc parlant avec les peuples étrangers, c'est la mise en scène qui est faite, la mise en scène graphique de ce dialogue, de cette audience qui est en cours avec la double représentation d'Horemheb, d'un côté tourné vers le pharaon, de l'autre vers un interprète qui lui-même se retourne vers la délégation des ambassadeurs étrangers. D'une certaine façon, on a une sorte de chemin de la parole qui s'établit à travers l'image entre les Horemheb d'une part, l'interprète d'autre part, et la délégation étrangère et le roi de part et d'autre. Alors ici, j'utilise une restitution qui n'est pas forcément très heureuse, faite par Robert Harry dans sa vieille édition, thèse sur Horemheb, qui garde encore parfois des éléments intéressants. On imagine que le bras du pharaon était peut-être un peu plus orienté vers celui d'Horemheb pour marquer encore plus la continuité de cette communication qui s'établit entre le pharaon, le courtisan diplomate, l'interprète et la délégation étrangère. Alors on verra la semaine prochaine que ce dispositif graphique n'est pas unique dans la tombe, dans les représentations de cette époque, et qu'on va retrouver cette image de l'intermédiaire, du diplomate et du courtisan, en quelque sorte négociateur avec les délégations étrangères dans d'autres scènes du Nouvel Empire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine.